Opportunity est heureux de vous présenter le grand entretien. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce grand entretien sur Agora News Expérience Client. Aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce tête-à-tête, Philippe Lolani. Bonjour. Bonjour. Directeur général du groupement des cartes bancaires, vice-président de l'INRC, Institut national de la relation client, mais aussi cofondateur du club Relation Client Expérience Client, chez nous, chez Agora. Bienvenue à nous sur ce plateau. Alors, on va vous interpeller sur l'évolution de la relation client. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? À quoi ressemblera l'expérience client en 2050, par exemple? Mais pour l'heure, place au présent, plutôt. Les rôles se sont inversés. Aujourd'hui, c'est les clients qui dominent finalement les marques. Pour le meilleur ou pour le pire, selon vous? Là, on est vraiment dans une rupture, en effet. Depuis une vingtaine d'années, on a vu peu à peu le client prendre la main sur les experts. On avait des experts qui nous conseillaient dans les banques, les assurances, les services publics. Et là, peu à peu, on a pris en main notre destin de consommateur. Et maintenant, on voit de citoyens aussi dans les mouvements sociaux et sur les réseaux sociaux. On en parlera. C'est clairement une vraie rupture de paradigme qui est au centre de l'inversion de la relation client, puisqu'un expert accueillait dans un bureau un client ou un citoyen en phase de demande ou d'interrogation. Maintenant, le client ou le citoyen arrive avec des exigences, des comparaisons, des idées, alors qui sont parfois fausses, parce qu'elles ont été glanées dans des réseaux parfois incontrôlés ou incontrôlables. On le voit aussi avec les fake news. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, je dirais qu'en toute chose, il va falloir rechercher un équilibre. Et que quand une balance bascule trop d'un côté, c'est-à-dire que si le client devient trop dominant par rapport aux experts ou aux conseillers, ça va poser aussi un problème. Et donc, on est dans une phase de changement, de transformation, de rupture, où il va falloir chercher des équilibres. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur une citation de l'économiste Jeremy Rifkin, qui avait prédit dans les années 2000 « Nous passerons d'une économie de marché basée sur la possession de biens à une économie de réseau basée sur l'accès à des services loués. » C'est une économie dans laquelle la relationnelle l'emporte alors sur le transactionnel, dans laquelle le nerf de la guerre n'est plus uniquement de vendre, mais surtout de retenir, de faire consommer encore plus. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes assez d'accord avec ces prédictions. Et la bonne prédiction, on va vers le share, le partage, la notion de propriété, y compris de territoire, devient un peu plus floue. Au-delà du share, on va vers le care aussi, c'est-à-dire vers la protection. Et là, ça devient un peu compliqué. Je partage, mais je veux être protégé. C'est-à-dire, je vais aller prendre une trottinette, une voiture, un bien, voilà. Je vais faire du P2P, de l'échange entre personnes, mais je voudrais être assuré comme si c'était l'État en face, comme si c'était un assureur, comme si c'était un banquier, alors que je peux me retrouver avec des avatars virtuels qui m'ont prêté ou qui m'ont emprunté de l'argent, qui m'ont prêté une voiture qui n'était pas sûre. Enfin, voilà. Et donc, il y a tout ce système du share qui, de toute façon, dans l'économie circulaire, va se développer, clairement, et en particulier à travers l'effet réseau social. Ce n'est qu'un début. Mais le care devient compliqué. Comment se protéger? Protéger ses données, protéger le service, et s'assurer qu'au bout de la chaîne, on a bien la contrepartie, et pas seulement financière, la contrepartie humaine. Alors, Airbnb ou d'autres sites, on l'a vu, parfois vous louez un appartement, puis vous arrivez, l'appartement qu'on vous a loué n'existe pas, ou il n'appartenait pas à celui qui vous a loué. Et donc tous ces systèmes-là, il va falloir beaucoup d'ajustements. Au début, on le voit bien dans le système de désintermédiation, c'est de la désintermédiation en fait, des acteurs, jusqu'à la désintermédiation des États, puisqu'on va arriver aux monnaies virtuelles, la monnaie virtuelle qui émet la monnaie et qui garantit la monnaie. Donc on va revenir à des systèmes de troc. Et donc, oui, la prédiction est bonne, mais au-delà du share, il va falloir mettre le care dessus, et pas que le care au sens santé, mais on voit aussi sur le système de santé la traçabilité. On veut tous de la traçabilité, mais on voudrait tous de l'éco-responsable dans notre nourriture. Néanmoins, on veut un pricing et une distribution mondiale. Et donc, ces mouvements-là, face à la mondialisation qu'on a vécue depuis 30 ans,
qui visait, on en reparlera peut-être, à outsourcer, cost-killer, intégrer les modèles au niveau mondial. Maintenant, à l'autre bout, on a, voilà, je veux partager en local, je veux partager mondial, mais le faire en local et être protégé, voilà. Donc c'est très paradoxal. Nous vivons un monde en rupture sur ses valeurs et ses habitudes et ses process. Très intéressant aussi, mais parfois dangereux. Mais alors du coup, à qui profite ou à qui va profiter ce changement de paradigme? Parce que vous savez bien qu'il y a toujours des gagnants et des perdants finalement. Alors clairement, là, ça va profiter à la notion de plateforme. Une plateformisation va profiter à ceux qui ont les plus grosses plateformes, c'est-à-dire aujourd'hui la massification du traitement des données pour assurer le share et le care, fait que plus une plateforme connaît d'informations sur une masse de population donnée, plus elle va pouvoir lui assurer des services, les suivre, les contrôler. Alors en Asie, on parle beaucoup de la Chine qui arrive à contrôler ses citoyens par les données et lui donner des services aussi dans les smart cities chinoises du futur. Vous aurez, voilà, vous tombez en traversant une route, le feu rouge va enregistrer, va appeler directement les pompiers. Voilà, donc c'est du care. Mais c'est aussi du share d'informations parce que votre mobilité est tracée, vos paiements sont tracés. Et donc, on peut vous récompenser les awards. Voilà, on vous donnera un passeport ou pas, vous aurez le droit de voyager ou pas. Donc, ça peut aller dans... Voilà, on est presque chez Orwell. Là, on est dans un monde où, en fait, l'individu est un consommateur de services et il va être récompensé selon les services qu'il consomme ou qu'il utilise. Si je rajoute une touche éco-responsable là-dessus, voilà, ça arrive aussi chez nous, très simplement. Les assurances, si on ne boit pas, si on ne... Voilà, c'est vrai. Et donc, tous ces systèmes-là, peu à peu, de manière à la fois insidieuse et tout à fait normale, s'intègrent. Derrière, où est la notion de liberté de l'individu ? Où est la notion de souveraineté de l'État, de la géographie aussi, parce qu'on a une culture historique de proximité, en particulier en Europe continentale, où un Sicilien du Sud ne réagit pas comme un Suédois du Nord ou un Norvégien. Enfin, on a des cultures, on a des habitudes, et puis qui sont liées aussi au climat, qui ne sont pas liées qu'à nos habitudes humaines, qui sont liées à l'endroit où l'on vit. Il est très compliqué d'aller retirer de l'argent dans une banque quand il fait moins de 30 en Norvège, donc c'est plus de banques à distance dans le nord que dans le sud, par exemple. C'est très simple à comprendre. Et on utilise plus la trottinette au sud qu'au nord, quoi, parce qu'une trottinette sur la neige, c'est un peu compliqué. Donc c'est tout ça qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ceux qui vont gagner, c'était votre question, pour moi, c'est clairement ceux qui ont l'infrastructure de traitement des données, et donc on pense au GAFA ou au BATX, et les plateformes qui s'y adossent, en parlant, on connaît Uber ou autre, et qui sont sur des infrastructures nouvelles. Ça, c'est très important, on en reparlera peut-être. Les sociétés européennes et les grandes sociétés, même mondiales, historiques et tayloristes, ont mis beaucoup de temps à commencer à migrer leur corps système d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sociétés font des ajustements, des petites offres de services, mais sur les produits, mais n'ont pas changé leur système d'information. Alors que les grandes plateformes, Google, Apple, les Chinois, WeChat, Alipay, Tencent et autres, sont fondamentalement des plateformes qui sont aptes à traiter les informations personnalisées en temps réel et de bout en bout qui permettent d'arriver à faire des offres, je dirais, instantanées. C'est-à-dire l'offre... Le gros problème, c'est que dans le mix produit d'avant, il y avait, comme je l'ai dit, un expert qui vous accueillait dans une agence avec des mix produits, avec des produits ou des voitures qui avaient été faits. Il fallait 3 ans pour faire une voiture, 7 ans un avion. Aujourd'hui, un GAFA ou un BATX vous fait une offre en une journée ou une seconde même. Donc, alors, ce panorama assez large que vous dressez là autour, effectivement, de demain, d'aujourd'hui, des gagnants et des perdants, est-ce que les entreprises françaises, à vos yeux, elles en ont pleinement conscience ? Quels sont les écueils finalement auxquels elles sont confrontées et finalement, à côté de ça, est-ce qu'elles ont des indicateurs pour jauger de la maturité de leur expérience client ? C'est pas facile. Pour moi, il y a 3 types de sociétés aujourd'hui en Europe et plus largement dans les sociétés qui sont non GAFA ou BATX. Elles ont eu 3 types de modèles face à la déformation de ces paradigmes. Les unes ont commencé à intégrer la relation client et le traitement des offres de services dans des modèles qu'on a appelés multicanaux ou omnicanaux. Les autres ont déporté le problème et sont allés sur des systèmes de filiales. Ça a été les banques directes, les assurances directes, ou les sites Internet à côté de la marque mère. Et les troisièmes ont outsourcé leur relation client parce qu'ils sont restés essentiellement, c'est plutôt les industriels,
sur une relation client qu'il fallait killer au sens. Il fallait traiter bonjour monsieur Lolani, je vous accueille à mon atelier Renault, Peugeot ou autre. Voilà, ça c'était de la relation. Et les telcos aussi, les telcos ont beaucoup fait ça dans des plateformes plutôt outsourcées d'ailleurs à l'étranger, analyse en termes de coûts, temps de réponse d'accord, mais qualité de service pas. Et donc j'en viens aux 3 batteries d'indicateurs. D'un côté, ceux qui l'ont intégré en modèle omnicanal, il faut à la fois tester il faut avoir des indicateurs clients, mais aussi des indicateurs conseillers internes. C'est-à-dire qu'il faut savoir si le téléconseiller, c'est ce qu'on a appelé la symétrie des attentions. Il faut transformer à la fois la relation entre le client qui rentre dans un modèle omnicanal, il rentre dans une plateforme Internet, il téléphone, il va en agence, et il faut que le conseiller, lui aussi, de l'entreprise. Donc, c'est des indicateurs qui sont liés aux clients ou aux employés, et donc c'est des batteries qui se sont mises sur le suivi. Les autres suivis, c'est des filiales, donc là, c'est plutôt un suivi analytique au sens financier. La filiale, elle gagne de l'argent, elle en perd, ses critères sont propres, et c'est les banques directes ou les services directs. Et puis les troisièmes, c'est des KPI de suivi économétrique. Oui, je fais du flux, j'ai détourné mon accueil client, je l'ai exporté à l'île Maurice ou au Maroc sur des plateformes, ça me coûte moins cher, mais j'assure de la qualité de service, puis je fais une ligne VIP. Voilà. Je dirais que les entreprises, elles en sont là aujourd'hui. Elles ont ces 3 modèles de KPI. C'est relativement insatisfaisant. Parce que face à ça, comme je l'ai dit, vous avez des entreprises qui se sont complètement transformées, qui sont les GAFA ou les BATX, qui, elles, arrivent sur une plateformisation des services et sur lequel, à tout moment, vous, consommateurs, vous pouvez réagir. C'est le système des notations. Vous pouvez interagir même sur l'offre, c'est-à-dire sur la personnalisation. Donc, je dirais qu'à un moment, et je reviens à mon propos de tout à l'heure, pour avoir les bons KPI, il faut que le système d'information et l'infrastructure de process des entreprises évoluent vraiment et soit reconstruite totalement autour de la relation client, de A à Z et sur l'ensemble des canaux. Il ne faut pas raisonner en silos. Et aujourd'hui, les KPI répondent à des silos. La qualité Internet, la qualité des services mobiles, la qualité des agences. Et ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, c'est la qualité de ce que perçoit le client et de ce que perçoit l'employé de la société, c'est-à-dire le collaborateur, qu'il faut ajuster. Ça fera partie des nombreux défis auxquels les entreprises se trouveront confrontées. On parle aussi beaucoup de scoring personnalisé. Quesaco. Les scoring personnalisés, là encore, c'est compliqué de faire un scoring personnalisé quand vous appelez un coup sur l'Internet, un coup sur le téléphone ou que vous passez en agence et que votre information n'est pas rassemblée dans un dossier client. Donc, les seules entreprises qui peuvent faire des scorings personnalisés, c'est celles qui ont un dossier client. C'est différent d'être client d'une assurance et d'avoir juste un contrat d'assurance. Là, on va scorer votre contrat. Pour un crédit consommation, c'est pareil. Pour une voiture, on va scorer votre satisfaction sur le modèle de votre Scénic ou de votre Espace si vous êtes chez Renault. Mais on ne va pas scorer votre satisfaction par rapport à... Et donc, pour scorer une satisfaction personnelle par rapport à une marque, il faut que la marque ait intégré son modèle de relation client, donc le modèle multicanal. Mais c'est un coût aussi. Toutes ces entreprises peuvent pas se le permettre. Parce qu'il faut arriver à faire un dossier. Seules les grosses entreprises, voilà. Là aussi, le danger, entre guillemets, ou la révolution du système d'information des GAFA fait que, nativement, les offres des GAFA sont personnalisées, puisque vous intervenez en amont, c'est vous qui choisissez, en gros, vous faites votre cherry picking et vous assemblez votre offre. C'est ça aussi les agrégateurs ou autres. Et donc, le client, c'est là où il devient dominant. Il devient dominant et ça sera de plus en plus dominant. Donc, on aura de plus en plus une personnalisation. Et le score devient inhérent à la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites votre cherry picking, le GAFA en question ou la plateforme et tout, vous score au fur et à mesure de votre satisfaction. Donc là, vous avez votre push, mais score aussi les éléments que vous assemblez pour vous en proposer d'autres après. Et donc, on voit bien que les 2 modèles sont quand même assez éloignés et que les entreprises vont devoir faire une révolution. On pense qu'elles ont fait une révolution depuis 20 ans sur leur système de relations clients. Oui, il y a eu les systèmes CRM logiciels, les agendas partagés, tout ce que j'ai dit. Avec aussi des erreurs de parcours, parce qu'on avait capitalisé aussi sur le tout automatisation pour revenir aussi à l'humain. On en reparlera tout à l'heure. Ça a été des erreurs de parcours qu'elles ont totalement assumées. Là, vous avez mis en exergue les opportunités de la technologie, du fait qu'effectivement le client était en position de force. Mais c'est aussi un casse-tête pour les retailers, cette histoire de technologie. Je pense notamment à la RGPD, entre autres. Oui, parce qu'il y a un grand débat et un grand sujet qui va être un débat mondial, là, qui
qui réglemente, qui équilibre, c'est quoi la réglementation de ce nouveau monde? On a parlé de scoring, on a parlé de nouvelles offres, on a parlé de nouveaux systèmes d'information, des data, là. Qui réglemente? On a une monnaie électronique. Et aujourd'hui, le vrai débat, et on le voit bien dans les débats de l'OMC et tout, les vrais débats du commerce, c'est sur la réglementation de qui contrôle mes data, qui contrôle mes services, qui contrôle mes scores. Il en faut, et il y en aura de plus en plus. On en génère nous-mêmes en tant que citoyens ou consommateurs. Et on revient à la question de souveraineté. Et donc le RGPD en Europe, et d'ailleurs on voit le patron de Facebook disait l'autre jour que le RGPD pouvait inspirer les Américains aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que si on regarde en Chine, le gouvernement dit « moi, je prends les données, je les traite et j'en ferai des services, y compris Smart City, déplacement, santé, paiement, mais je scorerai mon citoyen et si c'est un bon citoyen. » En Europe, on a dit RGPD, protection du citoyen, droit de la vie privée. Aux États-Unis, c'est encore le produit qui domine et les GAFA qui font leurs lois. Donc là, cette réglementation, elle est devant nous. Je trouve que l'Europe a de bonnes idées. Faut-il encore... On a souvent eu de bonnes idées, d'ailleurs, dans l'espace, dans l'aviation. Et derrière, on les a exportées, mais on les a perdues, quoi. C'est-à-dire qu'on a été à l'initiative de la prise de conscience qu'il fallait des réglementations sur ces éléments-là. Aujourd'hui, jusqu'où iront les batailles des empires asiatiques, américains ou européens sur ce jeu? Est-ce que ce n'est pas un frein finalement par rapport effectivement à ces pays, à ces continents? Et finalement, est-ce qu'une homogénéité de la réglementation est plausible à vos yeux sur le long terme? Très compliqué, parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ces réglementations, elles doivent s'appuyer sur le care, c'est-à-dire sur comment je protège mon citoyen et mon consommateur. Et la vision d'un Chinois sur le monde collectif, en Asie, c'est la collectivité c'est pas l'individu. Il y a donc des problèmes, il y a des éléments culturels très profonds qui vont différencier les modèles de réglementation. C'est pas possible, une réglementation mondiale, pour un Chinois, le collectif est supérieur à l'individu. Pour l'Européen, l'individu et le droit de la liberté individuelle est supérieur. Et pour, je dirais, l'anglo-saxon, c'est un mix des deux. Parce qu'il y a aussi la loi du marché. Il y a le marché au-delà de l'individu. Et donc, ces trois grands modèles, alors il y en a d'autres, vont se percuter, qu'on sorte avec un seul modèle, je n'y crois pas. L'Europe a sa place dans son modèle historique culturel pour défendre ses intérêts et sa souveraineté, au bon sens du terme. Il va falloir que les politiques en prennent conscience. C'est pas le libéralisme d'un côté ou l'autocratie de l'autre. C'est pas un modèle qui est adaptable aujourd'hui en Europe sans grand conflit. Et donc, tout ça est devant nous et promet à la fois de belles batailles, de grosses déceptions et surtout de grosses tensions. Et pas seulement dans le monde de la consommation ou de la relation, c'est dans le monde de la vie citoyenne et sociale. On le voit. Aujourd'hui, le problème des politiques, c'est d'arriver à retrouver une crédibilité par rapport aux citoyens. La démocratie citoyenne, c'est chacun prend ou exprime son opinion et c'est celui qui parle le plus souvent, même s'il ne vote pas, qui se fait le plus entendre. Après, pour faire l'avocat du diable, finalement, c'est très compliqué de prévoir une société à laquelle on ne sait même pas à quoi elle va ressembler. Finalement, on connaît ce chiffre de 30% des emplois qui vont exister en 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué aussi pour les politiques de penser long terme. On va finir avec une question. Faut penser équilibre. Entre innovation et humain, il faut qu'il y ait l'équilibre. Alors justement, où placer le curseur entre l'innovation et l'humain? Ça, c'est vraiment un sujet qui est revenu sur la table au sujet de l'expérience client au niveau des entreprises. On avait énormément focusé sur l'automatisation. Aujourd'hui, on revient à un équilibre. Où placer le curseur? C'est comme dominer dominant. Il va falloir essayer de le placer au milieu. Vous avez des technophiles qui vous disent l'innovation va driver le commerce, la citoyenneté, en gros, dématérialisons tout, et ça va le faire. Traitons les données, l'intelligence artificielle. Alors, on peut très bien faire de l'intelligence artificielle faible, entre guillemets, deep learning, machine learning, et avoir des très bons résultats. Et après, il y a celui qui veut pousser l'intelligence artificielle jusqu'au créationnisme. Enfin, voilà. Et donc là, c'est un équilibre à trouver, parce qu'en face, il y a l'humain. Et on a des systèmes, on voit bien que plus on avance vers ce monde digitalisé, robotisé, informatisé, dématérialisé, plus on veut du care en local, plus on veut de la coopérative, plus on veut de l'échange, du P2P. Et moi, je crois beaucoup au modèle d'économie circulaire. On le voit. Les villes en Smart City, on va sur le toit d'une maison, on veut avoir des tomates. C'est des modèles émergents. Et donc, c'est des modèles émergents. Oui. Mais à l'inverse, il y a aussi le drive par l'innovation. Et donc, on est là encore
en pleine rupture. Et de nouveau, au milieu, il faudra une réglementation mais au bon sens du terme de la réglementation. On veut vivre comment et sous quelles règles ensemble. Comment vivre ensemble, ça doit définir des règles. C'est tout le problème. Il y aura toujours deux écoles entre le transhumanisme, vous voyez, aux États-Unis, ce qui arrive en France, mais après, ça fera l'objet peut-être d'une autre émission. Et trouver les équilibres, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on a une perte de repères. Perte de repères et perte de valeur parce que plus personne ne veut trouver les équilibres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste, de mon point de vue, à des batailles de plus en plus virulentes entre ceux qui veulent l'innovation et ceux qui veulent l'économie circulaire, le local, la proximité. C'est des combats et c'est pas de la co-construction. Et moi, j'ai toujours vanté la complémentarité des modèles et je lutte pour dire dans l'ancien modèle, il y a des choses très importantes et surtout, il y a l'humain. Dans le nouveau modèle, il y a des choses très importantes et en particulier le traitement des données, l'intelligence artificielle. Pour la santé, on voit des progrès fantastiques, hein. Mais il faut équilibrer. Ça viendra des citoyens. En 2050, il y aura 9 milliards d'individus à satisfaire. En termes de relations clients, il faudra les satisfaire de manière disruptive, même si on sait que 9 milliards n'ont pas accès à Internet. Ce sera peut-être ma dernière question. Même pas peur? Même pas peur. Alors, j'adore Houellebecq, donc je suis pas un grand optimiste, hein. Néanmoins, je veux rester optimiste parce que pour mes enfants, je souhaite rester optimiste. Il est clair qu'au-delà des services et de la relation client, en 2050 à 2100, ce qui va se poser très fortement, c'est comment se nourrir, comment respirer, comment back to basic. Et le back to basic, c'est pas juste le service, c'est vivre ensemble, se nourrir ensemble. Et ça, c'est les défis des 30, 40, 50 prochaines années, des choses simples. On les a perdues de vue. Et donc, on va y revenir. Voilà. Donc, moi, on peut être un peu déçu parce qu'on dit c'est peut-être un retour en arrière, le back to basic. Et puis, on peut être optimiste en disant peut-être qu'en revenant au basique et en prenant soin de nous, en proximité, en utilisant les nouvelles technologies, en partageant dans de nouvelles règles, mais il va falloir des nouvelles règles démocratiques. Et donc, soyons optimistes. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez reçu un prix pour vos nombreuses initiatives autour de l'expérience client. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis sur Agora News, Expérience Client. À bientôt. Opportunity vous a présenté le grand entretien.